je vais vous lire un petit peu un article du Monde parce que c'est encore pire que le chômage. Alors celui-là a été accueilli dans un silence médiatique total et absolu. Je n'ai quasiment, je crois que j'ai eu une petite reprise, mais c'est vraiment miséreux, alors qu'on parle d'une enquête collaborative européenne. Donc je vais vous en lire le début. Fonds climat, bas carbone, planète, les placements verts en plein boom regroupent plus de 2000 milliards d'euros d'investissement rien qu'en France. Voilà. Mais tout cet argent contribue-t-il vraiment à la lutte contre le changement climatique? C'est ce que notre enquête a cherché à vérifier. Loin de ce que promettent les banques, la moitié des fonds super verts, parce que vous allez voir qu'ils n'ont pas pris tous les fonds verts, ils se sont limités aux plus verts des fonds verts, investissent en réalité dans les énergies fossiles, moteurs du réchauffement climatique, un choix qui interroge sur le sérieux de leur démarche. Et alors le titre, alors c'est pareil, pour un titre du Monde, c'est assez vigoureux comme titrail, la grande tromperie des fonds d'investissement verts. La moitié des fonds durables investissent dans les énergies fossiles, révèle une dizaine de médias européens, dont Le Monde. Alors je vais continuer la lecture. Faut-il privilégier son intérêt financier personnel ou l'avenir de la planète? Au royaume de la finance verte, le consommateur n'a pas à choisir. Il peut soutenir la lutte contre le réchauffement climatique tout en maximisant le retour sur investissement. C'est en tout cas la promesse de la multinationale américaine BlackRock, dont le placement énergie durable est censé financer prioritairement les énergies propres et renouvelables, tout en excluant strictement les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz, premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. Vérification faite, l'engagement n'est pas tenu. Les 3 plus gros actifs de ce fonds à 6 milliards d'euros sont des poids lourds du secteur des énergies fossiles. Donc on trouve l'énergéticien allemand RWE, l'américain NextEra Energy et l'italien Enel, qui représentent 16% des encours, alors qu'ils produisent autour de la moitié de leur électricité à partir de charbon, de gaz et de pétrole. L'exemple de BlackRock n'est pas isolé. Le Monde a découvert que la plupart des acteurs financiers qui promettent à leurs investisseurs de mettre leur épargne au service du climat financent en réalité toujours des entreprises polluantes. Les labels et les normes n'y changent rien, même les fonds super verts sont souvent fautifs. Voilà. Donc c'est juste terrible, hein. Sachant que ils disent près de la moitié des fonds verts investissent dans des énergies fossiles ou l'aviation. Ils parlent bien des fonds super verts, c'est-à-dire les fonds qui répondent à l'article 9, qui comporte au moins un investissement dans différents types d'actifs parmi les 838 fonds européens étudiés par Le Monde. L'article 9, c'est en gros une obligation de la nouvelle réglementation envers ces fonds. Et alors justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que Le Monde fait son enquête juste avant que certaines choses deviennent plus pesantes si jamais vous ne les respectez pas dans le cadre de ces obligations. Mais ça donnait une idée de ce que faisaient les établissements bancaires déjà jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'ils aimeraient bien faire s'il n'y avait pas une réglementation derrière qui venait. Donc une intervention de la puissance publique. Et en fait, là où... Alors, comment dire? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des assurances-vie, qui ont des petits investissements, qui ont de l'argent, quoi. Parce qu'il faut quand même avoir de l'argent pour investir dans des fonds verts. Et en fait, il y a tout un tas de gens, tout un tas des gens bourgeois. Alors voilà, je préviens, là, je le dis, si jamais il y a Usul qui traîne, là, ça va être une séquence capitalisme. On va se placer dans un cadre capitaliste, libéral, voilà. Ce sera ça le cadre de mes réflexions et de mon analyse. Parce que sinon, en gros, on peut dire, oui, brûlez-moi tout ça et puis faisons la révolution. Mais donc là, je me place dans la perspective, des gens ont de l'argent de côté, ils veulent l'investir autre part que dans l'immobilier. Donc, ils cherchent, voilà, ils sont cependant... ils ont une conscience écologiste, ils veulent faire du bien à la planète, ils sont prêts à gagner moins d'argent en finançant des choses dont ils se disent que ça va être mieux pour la planète, qu'avec leur argent, ils peuvent peser sur des investissements. Je signale par ailleurs que plein d'économistes estiment que ces fonds verts relèvent de l'escroquerie sur le plan économique, c'est-à-dire que si on se place sur le cadre du marché libre et non faussé qui n'existe pas, en gros, détourner de l'investissement vers des fonds verts, en fait, ça va inviter à faire à soutenir financièrement des initiatives un peu daubesques, juste parce qu'elles promettent d'améliorer la planète, même si en fait c'est pas le cas. Et ce qui sauvera peut-être la planète, c'est probablement l'innovation et que ce soit les entreprises les plus efficaces qui soient financées comme le veut la loi du marché. Voilà, donc là vous avez la perspective néolibérale que je viens de vous donner. Ceci étant dit, y a plein de gens qui considèrent que c'est pas mal plutôt d'essayer de financer des sociétés qui veulent le bien de la planète que son mal, même dans un cadre capitalistique. Thomas Bourgeonneau parle de moins faut consommer, donc ça n'est pas la perspective de cette séquence. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévenu. Et donc ils se disent, je vais mettre mon argent, je vais gagner un peu moins de sous avec mon assurance vie, mais je vais la mettre dans un truc qui fait du bien à la planète. Alors il faut savoir que toutes les banques, je connais un peu ces sujets. Il faut savoir, je n'ai pas d'assurance vie, je le précise, mais je connais ces sujets pour des raisons familiales.
que j'ai eu à connaître. Et donc, en gros, il y a plein de banques et de fonds d'investissement et machin qui proposent aux particuliers des panels d'assurance vie où il y a ce genre d'investissement vert qui promeuvent lourdement, hein, comme des investissements de finances durables, verts, et puis c'est tout un secteur de la finance maintenant, la finance durable, la finance de la responsabilité sociale et environnementale, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Et en fait, là, on parlait de combien? De 8 000 milliards de dollars. Enfin, on commence à être sur des sommes substantielles. Hein. Ça marche très bien. Et Akavin se demande, gagne-t-on des sous avec une assurance vie? Ben oui, c'est le principe. Alors, ça s'appelle... Alors, dans les films américains, l'assurance vie, c'est on paye chaque mois, et puis si on meurt, on a une grosse somme qui tombe. Voilà, donc ça, c'est la version des films américains. La version fiscale française n'a aucun rapport. La version fiscale française, c'est qu'on place de l'argent, c'est un placement comme un autre, qui s'appelle assurance vie, parce qu'il est défiscalisé au bout de 20 ans, c'est-à-dire qu'il faut laisser son argent, ou 10 ans, ou 20 ans, enfin, il faut laisser son argent un certain nombre d'années avant de pouvoir le récupérer, sinon on paye une fiscalité dessus. L'intérêt de l'assurance vie, c'est la défiscalisation. Et si on meurt, on touche de l'argent. Sa famille touche de l'argent, etc. aussi. Mais en fait, en réalité, l'assurance vie, c'est surtout un moyen d'investissement. C'est-à-dire, on a de l'argent de côté, on la met dans de l'assurance vie, ça peut être pour ses vieux jours, ça peut être, il y a plein de moyens. Et l'intérêt de l'assurance vie, du système de l'assurance vie, c'est la défiscalisation, c'est pas que l'assurance décès. Voilà, Brassica précise, justement, c'est pour ça que je dis ça, précise, les gens pensent à l'assurance décès quand ils entendent parler de l'assurance vie. Blâmer les films américains, c'est clairement à cause d'eux que... on fait cette confusion. En fait, l'assurance vie, c'est plutôt un moyen de défiscalisation. Et du coup, on a plein de choix de fonds. On peut investir dans des fonds en euros qui sont censés être sécurisés. C'est en fait, on achète de la dette souveraine, donc ça, c'est censé être sécurisé, mais ça rapporte pas grand-chose. Et puis, on peut avoir des fonds beaucoup plus risqués qui investissent dans des trucs du futur. On peut avoir, et puis des fonds un peu lambda, comme des fonds dans lesquels il y a plein d'entreprises théoriquement vertes qui, en fait, du coup, ne sont pas du tout vertes, en partie. Donc, on est très loin de l'objet du fonds. C'est-à-dire qu'en fait, le fonds ne respecte absolument pas ce sur quoi il est vendu. C'est clairement du greenwashing. Ce que dit d'ailleurs Le Monde. Plus de la moitié des placements gérés en France aujourd'hui, donc on parle pas de rien, se rangent aujourd'hui derrière ces étiquettes aussi attrayantes que floues, investissement responsable, durable, vert, voilà, alors que la réglementation européenne qui les définit, le fameux article 9, donc là c'est les fonds super verts, leur impose de financer uniquement des actifs durables. Nous avons identifié dans leur portefeuille 10 des 20 entreprises tenues responsables de plus d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'est quand même c'est délirant. La présence de Total dans 36 fonds super verts commercialisés en France auprès d'1 sur 10 est problématique. Par exemple, un fonds de BNP Paribas qui revendique une vigilance sur les efforts des entreprises pour, entre guillemets, réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels. Et il y a Total dedans. Donc vous mesurez le niveau du greenwashing et d'escroquerie du truc. Pizou dit « Je préfère mon LEP et mon livret A aux assurances vie ». Oui, mais quand on a plus d'argent, quand le LEP est rempli et le livret A aussi, et du coup, c'est souvent là qu'on se dirige vers l'assurance vie. Sauf pour les gens qui veulent plus de rendement. Mais en fait, c'est pas tant de gens que ça, en réalité. Donc, questionner la banque relativise. Total Energy n'apparaîtrait dans les placements de ce fonds qu'en raison d'un mécanisme d'échange d'actifs destiné à améliorer la performance financière du placement. Ok, grâce à cette acrobatie, les épargnants ne sont pas actionnaires indirects du pétrolier français, reste que BNP Paribas a investi au passage dans celui-ci. Donc les acteurs spécialisés dans l'investissement durable ne font pas mieux. Le groupe Amundi, détenu par le Crédit Agricole, et revendique pouvoir concilier performance économique avec impact social et environnemental. 15 de ces 24 fonds super verts proposent au moins un actif gris, soit investissement dans les énergies fossiles ou l'aviation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est scandaleux. C'est une honte. On parle de très gros sous. On parle de 2000 milliards d'euros d'investissement rien qu'en France. Donc je suppose que parmi ces 2000 milliards d'euros d'investissement, il y a plein de petites et moyennes entreprises qui aimeraient bien voir investir des fonds. On dit souvent, oui, en France, on n'investit pas dans les entreprises, patati, patata. Bah ouais, mais du coup, si on exclut des fonds super verts, toutes les grosses boîtes qui sont pas du tout écologistes, en réalité, et bien en fait, peut-être que les banques feraient ce travail d'aller voir du côté des entreprises, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui, elles, font réellement des efforts ou se sont réellement engagées dans de telles démarches. On parle de... alors, Thomas Bourgeonneau dit 2000 milliards d'euros, c'est le PIB de la France.
Alors, je veux pas, ça compare un stock et un flux, donc du coup, je veux pas, voilà, j'évite ce genre de comparaison entre stock et flux. Mais oui, c'est beaucoup d'argent. C'est effectivement beaucoup d'argent pour de l'investissement. Et donc, effectivement, moi, ça me semble être un sujet de première importance, en fait. Parce que ça touche à l'écologie, ça touche à la communication autour de l'écologie, ça touche à des mensonges bancaires, en fait, hein, pour être clair. En fait, on parle de centaines de milliers de gens qui ont de l'argent, qui sont allés... En fait, parce que le mensonge, il est où? Pour les investisseurs. Je parle encore dans ce cadre capitaliste. Parce qu'en fait, les investisseurs, ils acceptent en général de gagner un peu moins d'argent pour investir dans ces fonds, en se disant ça va servir une bonne cause, quoi. Je veux dire, mon argent, je veux que ça me rapporte un petit peu, mais je ne suis pas suffisamment gourmand pour vouloir ça au détriment de la planète. Donc il y a quand même une intention de leur part. Et en fait, la banque, elle vend cette intention en disant, bah oui, voilà, on vous propose ça, c'est super vert, machin. Les fonds, ils ont un surnom, super vert, quoi. Et donc les gens, ils vont investir de bonne foi, ils vont mettre leur argent là. Et en plus, les assurances-vie, c'est des longues durées si on veut profiter de la défiscalisation, qui est souvent le motif de l'assurance-vie, c'est-à-dire il faut laisser 10 ou 20 ans dans le fond. Et bien en fait, ces gens se font arnaquer. Parce qu'en gros, en fait, leur argent ne sert pas à améliorer les conditions de vie sur la planète. Donc c'est vraiment... Moi, je trouve ça dégueulasse, y compris vis-à-vis des gens qui ont de l'argent et voilà, qui veulent qu'ils investissent. En fait, il y a plein de niveaux de dégueulasserie dans ce truc. Et donc, c'est un sujet important et grave et qui... En fait, je vais être très franc. Quand je le vois passer le 29 novembre, je le mets de côté. Je me dis, trop bien ce sujet. J'ai failli demander une interview du journaliste qui l'a écrit. Je l'ai eu au téléphone, on va en parler, mais j'ai failli lui demander une interview dans Proxy. Et puis j'en ai eu marre, j'ai que des hommes ces dernières semaines, ça me rend taré. Donc j'ai dit non. Je me suis dit, je vais attendre, je vais laisser passer une semaine et puis je vais voir ce que j'en fais. Et puis bah là, je me repenche dessus. Je me dis, ok, comment les médias en ont parlé? Donc je tape Super Vert, Fond, voilà. Le Monde, et il n'y a rien. Mais genre, je vous dis, il n'y a rien, c'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a personne qui a rebondi dessus, tous les médias s'en foutent. Alors que c'est vraiment une très grosse enquête, quoi. Il fallait faire le travail sur tous les fonds, sortir les pourcentages. Et Caris parle du documentaire d'Arte. Alors, je ne sais pas sur quoi est le documentaire d'Arte, il faut mettre le lien dans ces cas-là. Comme ça, je peux vérifier. On peut tous voir de quoi on parle. N'hésitez pas à mettre les sources quand vous parlez de quelque chose. Et donc... Anchois Pommier me demande ce que je pense de mettre son argent au crédit coopératif. Je vais être très honnête, j'avais fait ces recherches-là il y a très longtemps. Je suis sociétaire et client du crédit coopératif. Je suis un cliché vivant, pardon. Parce que du coup, en fait, c'était à peu près la seule banque qui m'avait paru potable, sachant qu'ils sont liés à Banque Populaire. Notamment parce que le système de régulation bancaire fait que c'est compliqué pour des petits établissements d'être certifiés. Je ne vais pas parler de la nef dans cette émission, mais voilà, pour répondre à la question, je recommande le crédit coopératif et je vous assure que je paye plein pot, j'ai aucune réduction parce que je suis journaliste, j'ai jamais rien demandé. Ceci n'est pas une publicité cachée. Sinon, je recommande La Poste, qui est encore à ce date un service public. Et sachez que donner de l'argent sur le plan bancaire à la Poste, ça permet, c'est aussi ce qui fait que la Poste chouine pas trop contre les politiques, parce que la Poste est obligée de maintenir tout un tas de services financiers de base qui servent beaucoup à des gens qui n'ont pas d'argent. Donc en gros, en étant client de la Poste au niveau bancaire, vous subventionnez un petit peu tous les gens qui sont à la Poste parce qu'ils n'ont juste pas de thunes et que c'est ce qui leur permet d'avoir quand même un compte bancaire, etc. L'Auvergnat Relou dit le service client de la Poste, bof. Je vais donner une impression personnelle, le service client de la Poste est très très compliqué. Mais si vous avez juste besoin d'un compte avec 2 cartes et pas de service spécifique, bah voilà. Je recommande la Poste et le crédit coopératif, mais franchement, allez voir par vous-même et vérifier, achetez 60 millions de consommateurs ou que choisir pour vérifier. Je ne suis pas du tout journaliste secteur bancaire, c'était vraiment là des petites impressions personnelles. Ronan Guenou dit Boursorama c'est très bien. Ouais, mais Boursorama c'est une banque de riches. Boursorama déjà pour la banque en ligne, alors c'est peut-être plus qu'à maintenant, mais jusqu'à très récemment il fallait avoir des revenus. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on a des revenus. La Poste, on n'est pas obligé d'avoir des revenus pour avoir un compte en banque. Et avoir un compte en banque, je pense qu'on peut jauger que c'est important dans le monde de 2022. Voilà, on n'a pas trop le choix. C'est pas Boursorama qui va rendre ce service-là, c'est la Poste. Voilà, moi, les banques en ligne, c'est moins cher pour le client, mais en fait, elles ne prennent que les clients qui ont de l'argent. Et donc, vous voyez bien que c'est moins cher pour le client parce que, bah oui, effectivement, le client qui a de l'argent, il fait moins d'emmerdes. Alors que les autres banques, elles lissent, effectivement. Donc, le client qui a de l'argent, bah, il paye aussi ses frais bancaires en fonction... Enfin, ça compense un peu les clients qui n'ont pas d'argent, etc. Alors, bien qu'on va me dire, oui, les clients qui n'ont pas d'argent, ils payent beaucoup plus de frais bancaires que ceux qui en ont parce qu'ils sont à découvert, etc. etc. C'est vrai aussi.
mais ça engendre aussi du travail de la part de la banque. Enfin, bref, c'est des sujets compliqués. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt... Je recommande rien d'ailleurs. Allez vous faire votre avis. Je vous ai dit chez qui j'étais client et pourquoi la Poste, ça me paraissait bien. Mais allez vous faire votre avis. Je ne suis pas du tout expert en la matière. Et donc, j'ai vu Le Monde... Equipoise demande pourquoi c'est dépendant du fait que la banque soit en ligne. Parce qu'en fait, les banques en ligne ont été créées quasiment toutes par des banques existantes. Et que pour promettre le zéro frais, et pour tenir le zéro frais et que ça leur apporte de l'argent, et ben ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait qu'ils prennent que des gens qui ont de la thune. Avec ça, en général, sans autorisation de découvert, etc. Voilà. J'arrête là-dessus. Et donc, en fait, vous voyez bien, en tout cas, c'est un sujet qui fait parler, c'est concernant. Les finances des gens, sur quoi il faut investir, comment on sauve la planète. Enfin, c'est quand même des sujets, voilà, c'est des grands sujets, quoi. C'est pas des petits sujets. Et franchement, ça a été traité de manière assez magistrale par Le Monde. Je vais vous remettre le lien. Le Monde et d'autres, hein, d'ailleurs, puisque c'est une enquête européenne. Alors, je vais vous montrer parce que ils se sont pas arrêtés là. Ils ont pas fait juste un article. Hein. Ils ont essayé de donner de l'ampleur à l'information. On peut pas dire le contraire. Ils ont aussi fait le flou juridique qui favorise le greenwashing. Avec la réglementation européenne qui encadre ces fonds repose essentiellement sur la bonne volonté des établissements financiers avec le risque de tromper le consommateur. L'intro est super, tout est dit. Donc voilà, là on mesure bien, là, et là on parle politique, quoi. C'est-à-dire effectivement si au niveau européen et au niveau français, les gens ils se mobilisent pas pour dire attendez vous faites des fonds verts, mais en fait on va exiger des critères pour ces fonds verts et on va les faire respecter parce qu'en fait vous pouvez pas vous foutre de la gueule du monde et prétendre que vous sauvez la planète alors que vous financez Total. Ça n'est pas possible, c'est malhonnête et c'est une tromperie. Enfin, je vais encore m'énerver. Je suis désolé, je suis très énervé aujourd'hui. C'est incroyable. Parce que j'ai pas d'interview, donc il n'y a pas de gens qui me calment entre les passages où je m'énerve. Qu'appelle-t-on avoir de l'argent? Un salaire de 1400 euros. Bah, en fait, un salaire de 1400 euros, c'est déjà plus que 30% des gens. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a 30% des gens qui sont automatiquement exclus des banques en ligne. Donc, vous le voyez comme vous le voulez. Je dis pas qu'à 1400 euros par mois, vous êtes riche. Je dis juste que à 1400 euros, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins riches que vous et qui doivent quand même vivre avec cette somme-là, y compris avoir des services bancaires. Donc, vous voyez bien que là, on a une banque en ligne qui propose un service gratuit à des gens qui gagnent 1400 et qui exclut de ce service des gens qui gagnent moins. Alors, je peux c'est 1400, 1300, 2000, enfin voilà. Mais c'est le principe des banques en ligne. Ça peut pas fonctionner un système comme ça, en fait. Ça ne fonctionne qu'à condition de l'exclusion. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez défavorable aux banques en ligne. Donc, je reviens au greenwashing des fonds super verts. Le Monde a aussi fait un autre article pour lister carrément, c'est-à-dire que ça permet aussi de vérifier, c'est-à-dire les journalistes ils peuvent aller vérifier s'il y en a qui veulent, la liste des 387 fonds super verts qui investissent dans les énergies fossiles. Ils ont publié la liste, donc il y a tous les fonds, la valeur du fonds, la part du gris, par exemple, voilà, si je clique, je vais essayer de trouver une banque française. Est-ce que on va essayer de se trouver une banque française, on va les voir parce que c'est un beau travail de données là, c'est pareil. Ils ont dû retraiter toutes ces données, les éclaircir, on va en parler très bientôt. Par exemple, AXA, le Global Sustainable Credit Bond, et AXA, il y a 4% de trucs d'actifs gris. Alors par exemple, Enim, c'est quoi? Enim, ils ont marqué c'est de la mine, donc c'est de la matière première. Alors, ils les ont mis par ordre de grandeur. Sachant que là, en fait, c'est les fonds super verts. Hein. C'est pas juste les fonds verts. C'est les fonds super verts. Donc, BlackRock était effectivement... Je comprends pourquoi ils ont cité BlackRock, parce que c'est le plus gros encours et une des plus grosses proportions. Mais on va aussi avoir... BNP Paribas, c'est la deuxième. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant journalistiquement parlant. C'est-à-dire que dans son article, il a commencé par deux cœurs importants, les plus emblématiques. Donc voilà, il raconte comment ils ont travaillé. Ils ont même, alors attendez, ils ont tellement voulu la vendre, ils ont même fait un podcast sur la finance verte et sur le fait que c'était une tromperie énorme. Donc je vous mets aussi le podcast si ça vous intéresse. Voilà, Le Monde propose plein de contenus à ses abonnés et aux journalistes qui ont des abonnements au Monde pour regarder la chose. Et donc, en gros, je me suis dit, je vais appeler Adrien Sénéca, qui est l'auteur de l'article pour la France, puisque c'est une enquête, je rappelle, européenne. Et alors, l'Auvergnat-Relou dit les assos écolos en parlent depuis des années. C'est vrai qu'elles en parlent, mais alors, à ma connaissance, il n'y avait aucun travail journalistique d'ampleur qui avait été fait. Et alors, que les assos écolos en parlent, c'est très bien. Mais le travail associatif ne suit pas forcément prioritairement comme exigence l'intérêt, on va dire, la qualité et la probité de l'information.
C'est-à-dire que les associations sont des institutions comme les autres qui parfois ne disent pas toute la vérité. Et donc, pour se faire un avis, moi je préfère personnellement une grosse enquête journalistique qui par ailleurs s'appuie sur les rapports de ces associations. Hein, donc c'est pas non plus en vase clos. C'est-à-dire sans le travail des associations, il n'y a parfois pas de travail journalistique derrière parce qu'en fait l'ampleur est trop grande. C'est-à-dire que là on est sur un taf de très grande ampleur en fait en réalité. Et donc j'ai appelé Adrien Sénéca qui a eu la gentillesse de prendre quelques minutes pour me répondre. Alors il confirme, hein. En termes de reprise média, c'est le vide absolu. Il y en a peut-être une ou deux, mais enfin voilà, c'est vraiment c'est tragique, hein, c'est vraiment terrible. Tragique, c'est mes mots, hein, je veux pas lui mettre dans la bouche. Je vous dirai quand je le cite explicitement. Mais donc voilà, il a constaté absolument pas de reprise média. Ça, je le cite. Et donc, par contre, il a constaté un impact assez surprenant sur l'écosystème de la finance, plus positif que ce qu'il aurait imaginé, me dit-il. En fait, en mettant le doigt sur les contradictions bien perçues, en mettant pas un doigt au vitriol, c'est-à-dire c'est moins méchant, c'est un peu le ton Le Monde, c'est pas aussi méchant que Arrêt sur Image, par exemple. L'objet de l'enquête montrait des contradictions énormes entre discours et actes, et en fait, c'est une réalité qui est connue des acteurs de l'écosystème, et qui est perçue comme ça, apparemment. Sur le fait que voilà les fonds verts, les fonds super verts, bon bah c'est quand même il y a un problème quoi, il y a un gros ménage à faire en fait. Et ce ménage devrait probablement être fait par le régulateur public, ce qui est son travail. Et donc bah, il y a eu pas mal de discussions apparemment, alors non pas sur Twitter, me dit Adrien Sénéca, auteur de l'article, mais de l'enquête, mais sur LinkedIn, évidemment. Il me dit que c'est avec des gens dans le milieu de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale et l'écosystème de la finance plus ou moins responsable. Bah, ce sont plutôt des gens qui sont sur le réseau social LinkedIn. Donc il me dit il y a eu pas mal de discussions sur LinkedIn. Alors, sur l'absence de reprise. Il me dit d'abord, il n'est pas surpris parce que le sujet, il est assez technique. En fait, il est déjà assez content d'avoir réussi à porter, que le monde lui ait permis de porter cette enquête-là et d'aller au fond du sujet, même si c'est pas ce qui va faire le plus de reprises. Il me dit qu'on est sur une catégorie comme spéciale de fonds d'investissement, que le propos de l'enquête met en question des soucis de réglementation à un moment un peu crucial de l'évolution, parce que ce que je vous disais, et c'est ce que lui m'a dit, hein, je ne fais que le paraphraser, c'est qu'en fait là, on va entrer dans une phase où les fonds article 9 vont devoir justifier de manière beaucoup plus lourde pour eux le fait d'inclure des trucs liés aux énergies fossiles, notamment. Et donc, ça devrait améliorer la situation, mais rien ne dit qu'il n'y a pas des fonds qui continueront comme ça tant qu'on leur imposera pas des choses, en fait. Pizou dit, du coup, il n'y a aucun fonds d'investissement vert qui trouve grâce aux yeux du monde. Bah, franchement, allez voir la liste, allez voir les fonds qui ont le moins d'investissement dans les énergies fossiles, mais en fait, il y en a très peu qui ont pas du tout d'investissement, qui peuvent vraiment prétendre dans la lettre comme dans l'esprit à cette idée des fonds super verts. Qu'est-ce que me dit d'autre Adrien Sénéca il me dit, voilà, ces fonds sont censés être exigeants sur tous les critères, les fonds de l'article 9. Alors que les fonds de l'article 8, qui est une autre catégorie de la réglementation, en fait, ils peuvent s'asseoir sur le carbone et arguer d'entreprises qui sont bien pour l'égalité homme-femme. Et en gros, on fait la moyenne, quoi. Il m'a dit, si on avait pris les fonds article 8, on aurait mais une quantité encore plus importante. C'est-à-dire, c'est les fonds verts. On aurait une quantité encore plus importante d'entreprises pétrolières, machin et trucs, parce qu'en gros, on peut chier sur le climat et dire, ouais, mais d'un autre côté, regardez, telle boîte, elle fait des trucs vachement bien pour les hommes, l'égalité femmes-hommes, donc ça passe, quoi. Ça va, on est durable. C'est un fonds durable. Voilà, donc là, vous mesurez le chemin qui reste à faire, c'est-à-dire que là, il a pris, je le cite, il me dit, on a pris la crème de la crème du fonds vert écolo sauve la planète, quoi. Voilà, il aimait bien l'idée d'aller tester ceux qui sont censés être les meilleurs. Des fonds qui disent quand même vouloir respecter les accords de Paris et qui ont des actifs fossiles pas du tout en transition. Il me dit que on voit aussi que le travail réglementaire a un impact positif. C'est-à-dire, il me dit, il y a beaucoup de fonds qui sont en train de sortir les investissements les plus toxiques pour la planète, vu que la réglementation est en train de se durcir. Donc, on peut souhaiter que ça continue. Il signale qu'il y a eu quand même un gros travail d'aspiration de données et d'enquête. Il y a une dizaine de médias, une vingtaine de journalistes. Ces données sont très majoritairement pas publiques, sauf quand on est soi-même investisseur du fonds d'investissement. Il n'y a pas de base de données publique de ces fonds. Donc là, vous mesurez l'opacité du système bancaire. Hein, c'est-à-dire que théoriquement, là, en fait,
On peut s'étonner du fait qu'il n'y ait aucune obligation que les banques rendent systématiquement publique la composition de leurs fonds d'investissement, parce que c'est vraiment dommageable pour les gens qui sont investisseurs, c'est-à-dire que très concrètement, quand vous vous pointez on va dire dans votre banque, vous voulez une assurance vie, ils vont vous présenter des fonds, ils vous donnent que des documents promotionnels. Si vous êtes malin, vous leur demandez les documents de référence. Et alors là, en général, qu'est-ce qui se passe? Le banquier, il sort de son bureau, il part pendant 20 minutes chercher les documents de référence, voir s'il les a, ou alors s'il les a pas, il faut qu'il les imprime sur 50 pages, parce qu'évidemment, c'est là où il y a toutes les petites lettres qu'il faut lire quand vous êtes investisseur. Et ensuite, il revient vous les donner, mais voilà, du coup, c'est un peu de mauvaise grâce, parce que ça les emmerde, en fait, les banques qu'on aille voir dans les... Même quand vous êtes juste un investisseur particulier, hein, le banquier peut être de bonne foi, mais souvent, typiquement, ces documents, il les a pas. Ou il les a pas sous la main, en format papier, facilement accessible et digeste, quoi. Il a que le truc ultra promotionnel qui vous donne très peu d'informations, en fait, si vous êtes investisseur. Donc, c'est quelque chose, en fait, ce serait d'utilité publique que les données des fonds d'investissement, quels qu'ils soient, soient effectivement rendus publics de manière obligatoire, en fait, et que ce soit facilement consultable sur Internet. On est en 2022, il n'y a pas de raison. Donc, comment ils ont fait? Et bien en fait, ils se sont adressés, ils ont utilisé Bloomberg, qui est donc une des grandes agences de presse mondiales, c'est l'agence de presse économique. Et en fait, il faut savoir que le produit cœur de Bloomberg, c'est un espèce de machine bizarre qui ressemble à un Minitel, qui s'appelle le terminal Bloomberg. Et en fait, le terminal Bloomberg, c'est une machine qui vous donne plein d'informations bancaires à plein de niveaux. C'est vraiment ça coûte très cher d'avoir un terminal Bloomberg dans son entreprise, mais ça permet d'avoir des infos avant tout le monde et des infos d'excellente qualité. Et donc ils ont dû extraire les données d'un terminal Bloomberg auquel un des journalistes ou une des journalistes avait accès. Et donc ça a été un truc qui a été fait par l'organisme Follow the Money, qui est un des organismes collectifs d'enquête collaborative qui existe en 2020, qui existe en 2022. Voilà, il y en a plusieurs, et Follow the Money, c'est un d'eux. Et c'est eux qui se sont chargés de ce travail de défrichage, mais notamment avec une autre institution de ce type, une association de ce type qui a eu l'idée du sujet apparemment, qui est Investico. Qui est une ONG hollandaise pour structurer le journalisme d'investigation. Donc voilà, on voit le rôle de ces nouvelles structures qui sont nées ces 10 dernières années de journalisme collaboratif. Ah oui, Patate Télescopique qui me dit ça ressemble à un bête ordinateur. Ben oui, mais c'est genre un système fermé, en fait, le terminal Bloomberg. C'est genre, vous l'allumez et tout est fermé, tout passe par le système Bloomberg, c'est un peu particulier, c'est une survivance qui existe toujours et qui rapporte toujours énormément d'argent à Bloomberg, qui est l'agence de presse Bloomberg. Ce qu'il y a sur le site de Bloomberg, ça passe toujours après le terminal. Tout est d'abord publié sur le terminal. Et donc, gros travail de défrichage. Il me dit, Adrien Sénéca, l'auteur de l'article du Monde, me dit, on en a parlé en septembre, il y a eu 1 mois et demi de défrichage en parallèle d'autres sujets de son côté. Et puis ensuite 5 à 6 semaines à la fin où j'ai fait que ça. Là on voit le coût de l'enquête, c'est-à-dire un journaliste du Monde c'est bien payé, je vous le dis. Voilà, 5 à 6 semaines sur un seul journaliste sur une enquête. On mesure ce que ça coûte, on parle, je sais pas, on va dire 8000 balles brutes, ça doit être ça. Voilà, là je vous mets un chiffre sur une enquête qui a connu exactement 0 reprise médiatique, et qui du coup n'a évidemment pas eu le retentissement qu'on était en droit d'espérer au vu du caractère d'intérêt public de l'information. Et il me raconte, en gros, il y a tout un travail qui est moins apparent dans les articles, parce qu'en gros, pendant ces 5 à 6 semaines où vraiment il a fait que ça, il a regardé ce qu'il y avait dans les fonds, et il a contacté les acteurs de ces fonds, il a fait le contradictoire et tout. Et il me dit, il y a un travail moins apparent, c'est s'assurer qu'au-delà des actifs les plus problématiques, qui représentent entre 1 et 5% des fonds, que le reste n'était pas non plus le top du top. Et il constate qu'effectivement, c'est pas comme s'il y avait 2% de total, et puis le reste, c'était la crème de la fine fleur des entreprises écologistes, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, il a constaté que ça n'était pas ça. Il me dit, derrière les 2% de certains fonds, en fait, il y a quelques dizaines de pourcents qui, à son sens, sont problématiques et qui, en tout cas, mériteraient discussion sur est-ce qu'ils sont problématiques ou pas, ou est-ce qu'on met la limite des trucs pas verts ou qui sauvent la planète ou pas. Et je vais vous remettre la grande tromperie des fonds d'investissement verts. Et il me dit, en fait, en réalité, en termes d'environnement, et souvent, c'est pareil, on va dire, qu'est-ce qu'on peut couvrir en termes d'environnement, on va aller chercher des sujets à l'autre bout du monde, sur des endroits dévastés. Et puis, en fait, il y aurait plein de sujets au coin de la rue,
Et je vais vous dire lesquels, parce que c'est Adrien Sénéca qui me le dit très gentiment. Il me dit, en fait, il faudra avoir le débat entreprise par entreprise pour pouvoir mesurer réellement ce que font ces fonds et lesquels sont vraiment verts et lesquels sont pas verts. Il me dit, on parle beaucoup de ces sujets-là, mais il n'y a pas de travail collectif des médias et de la société civile si fin que ça sur l'ensemble des entreprises. Les plus gros pollueurs sont identifiés. Total, pas bien, ça on sait. Mais il me dit, par exemple, Pernod Ricard. Pernod Ricard, qui est une entreprise du CAC 40, qui est une multinationale énorme, est-ce qu'elle est crédible sur l'environnement ? Il me dit, en fait, par exemple, il y a très peu d'éléments disponibles publiquement. On a des éléments de communication de Pernod Ricard, où ils vont dire tout est formidable, toutes les boîtes aujourd'hui ont leur service RSE, qui publient des trucs pour dire que c'est génial, qu'ils font trop gaffe et tout, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait ? On n'a pas vraiment d'infos. Et donc, il me dit, il y a beaucoup d'enquêtes à faire sur les entreprises françaises pour savoir, peut-être que certaines le sont vraiment, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres où c'est qu'un paravent de communication. Et en fait, le savoir permettrait, par exemple, ensuite à Adrien Sénéca, quand lui, il bosse sur les fonds d'investissement, de dire, mais non, telle entreprise-là, on peut pas dire quel est l'environnement, c'est vraiment une escroquerie. Là, la banque, elle a totalement cru, les fadaises qui lui étaient servies, peut-être parce que ça l'arrangeait bien aussi, de croire les fadaises du service responsabilité sociale et environnementale. Mais en fait, si les journalistes commencent à enquêter et qu'ils montrent que les banques font pas gaffe, les banques seront peut-être plus portées à faire gaffe. Et je vous assure que les banques, si elles le veulent, ont des moyens de contrôle dans les endroits où elles investissent qui est très approfondi. Si elles le souhaitent, elles pourraient mettre en place ce type de moyens de contrôle, elles. Et voilà, vous voyez, là, on a tout un ensemble de dynamiques sociales dans un cadre capitaliste. On est bien d'accord. Je le redis parce que je l'ai dit au début de la séquence, mais je veux pas que les gens me tombent dessus. Voilà. On est dans ce cadre-là, là, pour l'instant, dans cette analyse. Et en fait, on voit bien qu'il y a tout un tas de dynamiques sociales hyper fines, où en fait, même dans ce cadre-là, on pourrait faire infiniment mieux, et on le fait pas du tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'on observe ? L'importance de la puissance publique, l'importance de la pression des citoyens, des gens, même les gens qui investissent dans des assurances-vie auprès de leur banque, en fait. Mais en réalité, qui a le plus de pouvoir ? La puissance publique. Si la puissance publique oblige au fait que les fonds d'investissement verts doivent être verts et que les entreprises qui sont dedans doivent respecter des critères serrés, que par exemple, elles peuvent obliger les banques à les vérifier. Et si les banques ne les vérifient pas, on fait un audit tous les 4 ans des entreprises concernées. Et toutes les banques qui ont validé ces boîtes, on leur colle des énormes amendes. Et puis vous allez voir que les banques d'un coup vont se découvrir plein d'enquêteurs et qu'elles vont envoyer plein de gens dans ces sociétés pour aller fouiner dans les services, pour regarder ce qu'il en est. Et elles vont obliger ces sociétés à ouvrir leurs comptes. Donc... vous voyez, c'est des dynamiques sociales complexes que moi je trouve ça toujours fascinant. Et en fait, c'est en ça que j'aime cet article, c'est que cette série d'articles, c'est vraiment quelque chose qui permet de réfléchir au monde dans lequel on vit, qui dévoile des informations importantes sur des sommes énormes qui concernent beaucoup de gens. Ça dévoile aussi l'insuffisance de la réponse publique à ce stade au vu de ce qui est révélé. Donc c'est des sujets cruciaux. Et donc, il y a un gros boulot, il y a plein de gros boulots médiatiques. On parlait tout à l'heure du fait qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels, s'il n'y a pas un journaliste qui s'en empare à un moment, s'il n'y a pas un journal qui fait confiance à ce journaliste, en fait, le sujet n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a zéro info dessus, à part des éléments de communication. Et là, c'est l'exemple typique. C'est vraiment l'exemple typique. Là, il y a une vingtaine de journalistes au niveau européen. Il y a eu un très gros boulot qui a été fait. Et en fait, là, c'est tragique. Parce que ça aurait pu faire des super débats de chaîne info, franchement. Moi, je vois déjà les intervenants. Il y a de quoi... Enfin, je suis désolé. Même si je me place dans une optique CNews, Pascal Praud, il a de quoi faire un débat, là. Il y a de quoi... même un débat de Pascal Praud, il y a de quoi en faire un. Et il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucun article, il n'y a eu aucune séquence aux 20h, il n'y a eu rien. Un silence absolument mortel a accueilli cette info, que maintenant vous connaissez. Donc je vous invite à en parler autour de vous et à envoyer ces articles du Monde, même si vous ne pouvez pas les lire. Je pense que le podcast, on doit pouvoir l'écouter gratos. Voilà, je vous invite à partager ces articles parce que c'est des très grosses informations et personne ne sera au courant parce que les autres journalistes, je sais pas, se sont dit que c'était chiant, que... Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut se dire que c'est pas concernant. Je comprends pas comment on peut... Il y a de quoi faire des titres super sensationnalistes. Le Monde en a fait un. Alors, je vais pas dire sensationnaliste, parce qu'il va m'en vouloir, parce que lui, il trouve qu'il a été plutôt soft au vu de ce qu'il a trouvé. Donc voilà. Je vais pas dire qu'ils ont fait... C'est un bon titre. Mais il y avait moyen de faire des titres hyper sensationnalistes. Et Sunrider dit, moi, ça m'intéresse pas perso. Je le savais déjà. Il faut vraiment être naïf pour croire que l'écologie est un critère d'investissement fiable. Bah oui, mais entre je pensais que et on le démontre, il y a un écart qui est majeur. Parce qu'en fait, vous le savez, mais si vous en parlez à un responsable politique et que lui, il n'a pas envie de fourrer son nez dans la réglementation bancaire pour faire son taf, en fait, il va vous dire, bah, vous avez des preuves ? Vous allez lui dire quoi ? Bah moi, c'est mon impression. Et oui, mais en fait, si vous lui collez 6 enquêtes du Monde dans la main,
Bah là, c'est plus la même dimension. C'est-à-dire que le responsable politique, il peut plus dire « Ah oui, c'est une impression, moi les banques, elles me disent qu'elles sont formidables. Bah non, en fait. C'est plus possible de dire ça. Et s'il y a 105 entreprises et que c'est dans tous les médias pendant 2 jours, et ben du coup, en fait, la pression politique, c'est pas la même. Là, vous imaginez qu'il y a sûrement des députés européens qui travaillent dans l'ombre totale, dont tout le monde se fout, dont personne ne parle jamais, alors qu'ils pourraient là être invités sur un plateau de télé. Alors, oui, vous avez voulu durcir la réglementation bancaire, vous y êtes arrivé, vous y êtes pas arrivé, là, visiblement, il y a encore plein de choses à faire. Qui a bloqué les choses au niveau européen? Ah, c'est le lobby des banques. Enfin, voilà, c'est ça le taf des journalistes, pour moi. Et là, en l'occurrence, il y a un très beau, enfin, c'est un très beau travail de journalistique collectif et individuel. Et personne n'en parle. Et moi, je ne comprends pas que personne n'en parle, alors que c'est à l'intersection de la thune, de l'investissement, de la planète. Parce que, mine de rien, ça a une importance, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, machin, mais je veux dire, ces fonds d'investissement vert, c'est des milliers de milliards d'euros qui ont un impact très important. Thomas Bourgeonneau dit il y a eu trop d'articles pour démonter le côté décarboné de la voiture électrique. Les politiques continuent à le répéter. Bah oui, c'est très, très variable. Log x-2 dit mon banquier voulait me refiler un fonds vert il y a un an. Je lui ai dit que j'avais pas confiance et maintenant on a des preuves. Et en fait, si vous voulez si jamais vous êtes confronté à cette situation avec votre banquier, parlez-lui de l'enquête du Monde. Dites-lui que vous voulez l'ensemble des documents, vous voulez connaître quelles sont les entreprises dans lesquelles se font investir. Vous voulez la liste, vous voulez pas juste qu'il vous en parle gentiment, vous voulez une liste écrite. Et vous lui dites que vous examinerez cette liste et que, en fonction de cette liste, vous déterminerez et qu'il peut faire remonter au siège que, compte tenu de l'enquête du Monde et de ce qu'on sait sur les fonds verts, cette liste a intérêt à être plus que nickel, parce que sinon il sera hors de question alors, point de vue capitaliste, de gagner moins d'argent pour investir pour la planète. Parce que voilà, c'est quand même le truc, c'est que souvent ces fonds verts garantissent moins d'argent. Enfin voilà, sont moins, sont des investissements qui rapportent moins. Voilà, c'était intensément pour les gens. Je sais qu'on est un peu de CSP+, sur Image et sur Twitch. Là, c'était très CSP+. Mais voilà, par contre, l'impact de la régulation, il nous concerne tous, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas d'argent, en fait. Parce que cet argent-là, il est censé être dirigé, il y a des gens, enfin voilà, dans l'idéal du néolibéralisme, c'est quand même le choix des gens. Et en fait, si la puissance publique permet aux banques de mentir aux gens, et bah effectivement, ça tue complètement même l'idée de ce système que les gens sont libres d'investir où ils veulent, parce qu'en fait non, ils sont pas libres d'investir où ils veulent, ils ont le choix entre 150 fonds verts qui sont quasiment tous, qui contiennent quasiment tous des investissements dans des énergies fossiles, donc qui jouent pas leur rôle. Et là, on parle que de la crème, les investissements super verts. Oui, sinon, Sunrider, je vois la perspective à battre le système. Si ça vous donne envie, si ce papier-là vous donne envie de tout foutre par terre, ça marche aussi. Hein. N'hésitez pas à le partager aussi pour ça. Mais ça montre bien. Moi, je trouve qu'il montre plein de choses. Et en fait, j'aime bien les sujets qui m'apprennent des choses. J'aime bien les sujets qui montrent des choses. J'aime bien le travail journalistique sérieux. Et voilà, de ce que j'en lis, c'est sérieux. Le journaliste, il s'est donné du mal. Ça me paraît. Il y a personne d'ailleurs dans le truc qui conteste ce qu'ils ont trouvé. Hein. C'est aussi en ça que c'est intéressant. Donc, alors que c'est un truc très vaste. Donc voilà, je vous encourage à le lire, à le partager. Voilà. Partagez le podcast, je vais vous mettre le podcast. Je pense que le podcast est gratuit. Donc voilà, partagez au moins le podcast. Je vous mets le lien vers la grosse enquête. C'est le genre de truc qui... Enfin voilà, moi si j'étais abonné au Monde, bah on l'est avec Arrêt sur Image, mais si j'étais abonné au Monde, c'est un truc qui me rendrait fier de mon journal, quoi. Et alors là, sachez que voilà, du coup, ils ont investi 10 000 balles ou 8 000 balles de temps de journaliste pour un sujet que personne ne reprend. Donc on peut supposer qu'il a été très lu par les gens des institutions bancaires et les députés européens, et que ça va les encourager, peut-être les députés européens, à durcir la réglementation, mais le fait que personne d'autre ne s'y soit intéressé, ça montre une vraie intention éditoriale, c'est-à-dire, voilà, ils l'ont fait, tout le monde s'en fout, bah ils l'ont fait quand même, et c'était important, et c'est bien qu'ils l'aient fait, donc ils ont moins d'attention. Ça pèse pas grand-chose, mais j'espère que vous-même, vous aurez envie de le partager.